J'étais assise dans le bureau d'avocat aux boiseries d'acajou de Hartwell et Associés, au centre-ville de Chicago, mes mains fermement jointes sur mes genoux, tandis que le fauteuil en cuir grinçait sous moi. La climatisation bourdonnait doucement, mais rien ne pouvait apaiser la tension qui émanait des membres de ma famille, dispersés autour de la table de conférence. La lecture du testament de mon grand-père milliardaire, Harold, venait de se terminer, et le silence qui suivit semblait assourdissant. L'avocat, Jonathan Hartwell, ajusta ses lunettes cerclées de métal, s'éclaircissant la gorge avant d'annoncer la distribution finale. Mon père, Marcus, avait reçu 12 millions de dollars. Mon frère, Tyler, obtenait 8 millions, et divers cousins recevaient entre 2 et 5 millions chacun. Quand Hartwell se tourna enfin vers moi, sa voix parut résonner de très loin. Mon héritage n'était que de 1000 dollars, en espèces. La pièce éclata d'un rire cruel et amer. Marcus se pencha en arrière dans son fauteuil, un sourire satisfait s'étalant sur son visage buriné, alors qu'il me regardait encaisser l'humiliation. Sa barbe poivre et sel ne pouvait cacher la satisfaction cruelle qui dansait dans ses yeux sombres. Tyler rejeta la tête en arrière, laissant échapper un ricanement strident qui rebondit sur les murs polis du cabinet. À 28 ans, mon frère avait toujours eu le talent de notre père pour rabaisser les autres, et aujourd'hui ne faisait pas exception. Eh bien, articula Marcus, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. On dirait que papy a enfin montré à tout le monde ce qu'il pensait vraiment de notre petite institutrice. Il insista sur le mot institutrice, comme si c'était quelque chose de dégoûtant qu'il avait trouvé sous sa chaussure. Tyler essuya des larmes de rire. Tu pourras peut-être encadrer ces 1000 dollars, Serette. Mets-les juste à côté de ton trophée de participation de l'université communautaire. Son costume coûteux ne pouvait dissimuler la méchanceté qui avait toujours habité son cœur. Ma cousine Jessica, une femme au début de la trentaine, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés, et une robe de créateur qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel, gloussa derrière sa main manucurée. Oh, mon Dieu, je suis si désolé pour toi, ami. Je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Acheter des provisions pour un mois. Brandon, le jeune frère de Jessica, secoua la tête avec une déception feinte. Sa voix portait le même ton condescendant dont je me souvenais des réunions de famille de mon enfance. Grand-père a toujours dit que les actions avaient des conséquences. J'imagine que choisir de vivre comme une pauvresse a fini par te rattraper. Je restais silencieuse, étudiant les billets neufs dans mes mains. Quelque chose semblait différent à leur sujet, inhabituel, d'une manière que je ne pouvais pas identifier immédiatement. Pendant que mes parents continuaient leur célébration et leur moquerie, je retournais chaque billet avec soin. Les numéros de série paraissaient normaux à première vue, mais en les examinant de plus près sous la lumière fluorescente du bureau, je remarquai quelque chose d'extraordinaire. Mon grand-père, Harold, avait écrit de minuscules chiffres et lettres dans les marges de chaque billet si petits et précis qu'ils étaient presque invisibles, à moins de savoir où chercher. Les inscriptions semblaient avoir été faites avec un stylo à pointe extrêmement fine, le genre qu'Harold utilisait pour ses notes professionnelles méticuleuses. Mon pouce accéléra tandis que je traçais du bout du doigt les caractères à peine visibles. Tyler remarqua ma concentration intense sur l'argent et éclata de nouveau de rire. Regardez-la. Elle les compte comme s'il pouvait y en avoir d'autres cachés quelque part. Rends-toi à l'évidence, ami, tu as eu exactement ce que tu méritais. Rien. Marcus se leva, ajustant sa cravate avec un air de supériorité. J'ai toujours dit à Harold que tu manquais de l'instinct de tueur nécessaire pour une vraie réussite. Tu as choisi de gâcher ta vie à enseigner à des gamins capricieux, au lieu de rejoindre l'entreprise familiale. Voilà ce qui arrive quand on tourne le dos aux opportunités. Jessica prit son sac à main, une création en cuir qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 3 mois. On devrait fêter ça ce soir. Dîner dans ce nouveau restaurant de grillade au centre-ville. C'est moi qui invite, évidemment. Elle me jeta un regard de fausse pitié. Désolé, ami, mais je ne crois pas qu'il valide les titres de transport en commun. Alors que ma famille planifiait sa coûteuse célébration, je continuais d'étudier les inscriptions mystérieuses. Plus je les examinais, plus j'étais convaincu qu'elles formaient une sorte de code. Harold avait été un homme d'affaires brillant, quelqu'un qui ne faisait jamais rien sans but. Ce n'étaient pas des gribouillis aléatoires ou des marques accidentelles. Brandon était déjà au téléphone, appelant probablement son conseiller financier. Je pense au yacht que nous avons regardé l'été dernier. Avec 5 millions, je peux enfin faire une offre. Tyler sortit son propre téléphone,
faisant défiler des sites de voitures de luxe. J'ai l'œil sur cette Lamborghini depuis des mois. Il est enfin temps de passer à l'acte. L'avocat, Jonathan Hartwell, commença à rassembler ses papiers avec une efficacité bien rodée. Son expression restait professionnellement neutre, mais je le surpris à me jeter un regard qui pouvait être de la sympathie, ou peut-être de la curiosité. Tandis que ma famille continuait de se vanter et de planifier, je pliais soigneusement les billets et les glissais dans mon sac. Les inscriptions commençaient à prendre sens. Je pouvais voir ce qui semblait être des coordonnées, et en dessous, des mots si minuscules qu'ils étaient à peine lisibles, First National Bank. Coffre 847. Ayez confiance en ce que les autres ne peuvent voir. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes alors que la signification devenait claire. Harold ne m'avait pas seulement laissé de l'argent. Il m'avait laissé un message. Un secret dont aucune de ces personnes cruelles et avides qui m'entouraient n'avait la moindre idée. Je me levai doucement, lissant ma simple robe noire. Pendant que Marcus, Tyler, Jessica et Brandon continuaient leurs grands projets et leurs blagues cruelles, je me dirigeai vers la porte. Aucun d'eux ne prit la peine de me dire au revoir ou même de remarquer mon départ. Ils étaient trop occupés à se partager leur nouvelle fortune et à planifier comment la dépenser. Mais alors que j'atteignais la poignée de la porte, la voix de Tyler fusa dans l'air, une dernière fois. « Et, ami, n'oublie pas de nous envoyer une carte de remerciement quand tu t'offriras un bon dîner avec cette fortune. » Leurs rires me suivirent dans le couloir, mais pour la première fois depuis que j'étais entré dans ce bureau, je sentis autre chose que de l'humiliation brûler dans ma poitrine. Je sentis de l'espoir. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le trottoir alors que je marchais vers la First National Bank, mon sac à main serré contre moi. J'avais à peine dormi, passant la nuit à déchiffrer le message énigmatique d'Harold et à essayer de comprendre ce qu'il aurait pu cacher pour que je le trouve. L'imposante façade de verre de la banque reflétait mon expression nerveuse alors que j'approchais de l'entrée. À l'intérieur, les sols en marbre résonnaient des conversations douces des clients matinaux. Je me suis approché du bureau du service client, où une femme d'âge moyen, aux yeux bienveillants et aux cheveux bruns grisonnants, leva les yeux de son écran d'ordinateur. « Bonjour, je suis Patricia Williams. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Sa voix portait le professionnalisme chaleureux de quelqu'un qui avait passé des années à aider les gens à gérer leurs besoins financiers. Ma voix tremblait légèrement quand j'ai parlé. « J'ai besoin d'accéder au coffre-fort numéro 847. Mon grand-père est décédé récemment, et je crois qu'il y a laissé quelque chose pour moi. » Ses doigts se déplacèrent sur son clavier avec une efficacité bien rodée. « Laissez-moi vérifier nos registres. Puis-je voir une pièce d'identité et les documents d'autorisation ?» Je lui ai tendu mon permis de conduire et j'ai expliqué les circonstances inhabituelles. « Je n'ai pas de documents traditionnels, mais j'ai ceci. » J'ai sorti avec précaution les billets marqués de mon sac, lui montrant les petites annotations d'Harold. Patricia étudia l'argent attentivement, ses sourcils se haussant de surprise. Ces inscriptions sont assez inhabituelles. Laissez-moi appeler notre directeur, David Sterling. Il saura comment gérer cette situation. En quelques minutes, un homme grand, d'une cinquantaine d'années, apparut à côté du bureau de Patricia. David Sterling avait les cheveux argentés et des yeux bleus perçants qui semblaient tout saisir d'un seul coup. Il portait un costume bleu marine parfaitement pressé qui témoignait d'autorité et d'expérience. « Mademoiselle Patterson, je suis David Sterling, le directeur de la banque. Patricia a mentionné que vous vous renseignez sur le coffre 847. Puis-je voir ces billets ?» Je lui ai tendu l'argent, les doigts tremblants. Au moment où les yeux de David se sont posés sur les inscriptions d'Harold, son visage a subi une transformation spectaculaire. La couleur a quitté ses joues, et son sang-froid professionnel s'est fissuré un bref instant. « Veuillez me suivre à mon bureau immédiatement », a-t-il murmuré d'un ton pressant, jetant un coup d'œil au hall animé comme s'il craignait que quelqu'un ne nous observe. Le bureau de David était un sanctuaire de bois poli et de cuir, avec des photos de famille et des récompenses bancaires qui tapissaient les murs. Il ferma soigneusement la porte et activa un petit appareil sur son bureau, que je supposais être une sorte de protection de la vie privée. « Mademoiselle Patterson, votre grand-père et moi planifions ce moment depuis des années. Harold savait qu'un jour, quelqu'un viendrait ici avec ses billets exacts, marqués de son écriture distinctive. Il attendait que quelqu'un de digne décode son message. Ma bouche est devenue sèche. Que voulez-vous dire par digne ? David s'assit lourdement dans son fauteuil, paraissant soudain beaucoup plus âgé. Harold a passé la dernière décennie de sa vie à observer sa famille de très près.
Il a tout documenté, Mademoiselle Patterson, chaque conversation, chaque transaction commerciale, chaque compromis moral. Il a découvert des choses sur votre père et votre frère qui vous choqueraient. Quel genre de choses, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi soupçonna déjà que la réponse serait dévastatrice. David ouvrit un classeur sécurisé et en retira un épais dossier manille. Votre père, Marcus, détourne des fonds des entreprises d'Harold depuis 15 ans. Pas de petites sommes, Mademoiselle Patterson. On parle de près de 30 millions de dollars volés par le biais de sociétés écrans et de contrats frauduleux. J'ai senti la pièce tourner autour de moi. 30 millions de dollars? Ça, c'est juste Marcus. Votre frère, Tyler, vend des informations confidentielles aux concurrents d'Harold depuis 8 ans. Chaque accord commercial majeur, chaque plan stratégique, chaque développement propriétaire. Tyler a tout transmis à des entreprises rivales contre des paiements substantiels. Le tort qu'il a causé à l'entreprise familiale est incalculable. Nous estimons que les entreprises d'Harold ont perdu des centaines de millions en revenus potentiels à cause de la trahison de Tyler. Le poids de cette révélation m'écrasa comme une force physique. Mais pourquoi grand-père ne les a-t-il pas dénoncés? Pourquoi ne les a-t-il pas arrêtés? L'expression de David devint encore plus sérieuse. Parce qu'Harold était un stratège, pas un réacteur. Il savait qu'une confrontation immédiate ne ferait que les pousser à agir encore plus en secret. Au lieu de cela, il a choisi la patience. Il a rassemblé des preuves méthodiquement, construisant un dossier en béton tout en feignant de rester ignorant de leurs crimes. Des preuves. Les documents financiers d'Harold, des photographies, des témoignages. Tout ce qui était nécessaire pour s'assurer que justice serait rendue, correctement et complètement. Harold a passé ces dernières années non seulement comme un grand-père, mais comme un enquêteur, montant le dossier de fraude d'entreprise le plus complet que j'ai jamais vu. J'ai lutté pour assimiler cette information. La famille que je pensais connaître n'était apparemment rien de plus qu'une façade élaborée, cachant des années de vol et de trahison systématique. Il a continué, sa voix s'adoucissant. Mais la découverte la plus déchirante était encore à venir. Harold a appris l'implication de vos cousins 6 mois seulement avant sa mort. Jessica et Brandon n'étaient pas des spectateurs innocents. Ils étaient des participants actifs dans la conspiration. Jessica et Brandon? Ma voix n'était qu'un murmure. Ils ont créé de fausses organisations caritatives pour blanchir l'argent volé. Vos cousins ont aidé votre père et votre frère à nettoyer leurs profits illégaux par le biais de dons frauduleux et de déductions fiscales manipulées. Les œuvres de charité n'existent que sur le papier, Mademoiselle Patterson. Chaque dollar donné était immédiatement transféré vers des comptes offshore contrôlés par les membres de votre famille. La pièce semblait se refermer sur moi. Depuis combien de temps cela dure-t-il? D'après l'enquête d'Harold, la conspiration a commencé modestement il y a environ 15 ans, avec Marcus qui détournait de petites sommes. Mais elle est devenue plus grande et plus sophistiquée avec le temps, à mesure que Tyler, et finalement vos cousins, se sont joints à l'opération. Au moment où Harold a découvert toute l'étendue du complot, il volait des millions par an et était devenu incroyablement négligent, car il croyait qu'il ne soupçonnerait jamais sa propre famille. J'ai pensé à la lecture du testament, à leur rire cruel et à leur sentiment de légitimité. Ils n'ont aucune idée que vous savez tout ça? Absolument aucune. Harold était un maître dans l'art de maintenir sa façade d'ignorance, tout en documentant secrètement chaque crime qu'il commettait. Il croit sincèrement l'avoir dupé, et que leur héritage représente leur récompense pour des années de tromperie réussie. David se leva et se dirigea vers sa fenêtre, regardant la rue animée en contrebas. Harold m'a fait promettre d'attendre que la bonne personne décode son message. Il savait que quiconque se soucierait assez d'examiner ses billets attentivement serait quelqu'un d'intègre, capable de gérer ce qu'il a découvert de manière responsable. Mais pourquoi moi, ai-je demandé. Pourquoi pas les autorités? Pourquoi ne pas gérer ça par les voies légales immédiatement? David se retourna vers moi et, pour la première fois depuis que j'étais entré dans son bureau, il sourit. Parce qu'Harold avait un dernier plan, Mademoiselle Patterson. Et vous êtes la seule personne en qui il avait confiance pour l'exécuter correctement. David m'a conduite dans un couloir étroit que je n'avais pas remarqué lors de ma première visite à son bureau, passant plusieurs portes de sécurité qui nécessitaient sa carte clé et une analyse biométrique. Le sous-sol de la First National Bank donnait l'impression d'entrer dans un monde différent, un monde conçu pour une confidentialité et une sécurité absolue. Harold a loué notre plus grand coffre-fort il y a 5 ans, expliqua David alors que nous marchions.
Mais ce qu'il y a stocké va bien au-delà des objets de valeur typiques ou des documents importants. Il s'arrêta devant le coffre 847, qui était nettement plus grand que les coffres standards que j'avais vus dans les films. David inséra 2 clés simultanément, pendant que je fournissais une dernière fois ma pièce d'identité. Le tiroir métallique s'ouvrit pour révéler d'épais dossiers, des appareils d'enregistrement, et des photographies organisées avec une précision militaire. Harold était méthodique en tout, dit David alors que je fixais le contenu. Chaque document est daté. Chaque enregistrement est transcrit. Chaque photographie est cataloguée. Il a abordé cette enquête comme il abordait les affaires, avec une rigueur et une attention aux détails absolus. J'ai pris le premier dossier, intitulé simplement Marcus, crime financier. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des registres de virements, et des documents d'entreprise qui peignaient un tableau dévastateur de vols systématiques. Page après page, on y détaillait comment mon père avait créé des sociétés de conseil fictives, approuvé des factures frauduleuses, et redirigé les fonds de l'entreprise vers des comptes personnels. Regardez ça, ai-je murmuré, tenant un relevé bancaire. Il a transféré 2,3 millions de dollars en un seul mois. Comment personne n'a-t-il remarqué? Harold a remarqué, répondit David d'un ton sombre. Mais Marcus avait pris soin de cibler des fonds de différentes filiales, en gardant chaque vol en dessous du seuil qui déclencherait des audits automatiques. Il comprenait assez bien le système pour en exploiter les failles. Le dossier suivant contenait les preuves des activités d'espionnage de Tyler. Des courriels imprimés le montraient en train de communiquer avec des concurrents, vendant des informations confidentielles sur des fusions à venir, des développements de nouveaux produits, et des partenariats stratégiques. Certains messages incluaient même des photographies de documents internes, prises avec le téléphone de Tyler. Le garçon était remarquablement effronté, observa David alors que je parcourais les communications. Il ne s'est même pas donné la peine d'utiliser des mots de code ou des comptes anonymes. Il a mené ses transactions en utilisant son courriel et son numéro de téléphone personnel. Une chaîne de courriel a particulièrement attiré mon attention. Tyler avait vendu l'information préalable de l'acquisition prévue par Harold d'une société concurrente, permettant aux rivaux de faire une contre-offre qui a finalement coûté à l'entreprise d'Harold 47 millions de dollars en opportunités manquées. C'est de la trahison envers sa propre famille, ai-je dit, la voix chargée de dégoût. C'est encore pire, prévint David, me tendant un dossier marqué réseau familial élargi. À l'intérieur, des photographies de surveillance montraient Jessica et Brandon rencontrant des conseillers financiers, des avocats, et ceux qui semblaient être des spécialistes du blanchiment d'argent. Harold avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à documenter toute leur opération, de la création initiale de fausses œuvres de charité à la toile complexe de transactions utilisées pour nettoyer les fonds volés. Les photographies étaient accompagnées de registres financiers détaillés, montrant comment les fausses œuvres de charité fonctionnaient. Des dons étaient faits avec de l'argent volé, des déductions fiscales étaient réclamées sur les contributions caritatives, puis les fonds étaient immédiatement retirés et transférés vers des comptes offshore. Les œuvres de charité n'ont jamais effectué de véritable travail caritatif ni aidé de véritables causes. Ils prétendaient nourrir des familles sans abri et financer des programmes éducatifs, ai-je lu sur un document, mais chaque dollar allait directement dans leur compte personnel. David hocha la tête solennellement. Vos cousins étaient particulièrement créatifs dans leur combine. Ils ont créé plusieurs œuvres de charité avec des noms similaires à des organisations légitimes, semant la confusion chez les donateurs et les régulateurs, tout en maximisant leur capacité à déplacer des fonds illégaux sans être détectés. En continuant ma lecture, j'ai découvert qu'Harold suivait la conspiration depuis bien plus longtemps que David ne l'avait initialement indiqué. Certains des premiers documents remontaient à 17 ans, suggérant qu'Harold avait soupçonné des problèmes presque depuis le début, mais avait choisi d'enquêter discrètement plutôt que de confronter la situation immédiatement. Il constituait un dossier judiciaire, ai-je réalisé. Toutes ces preuves seraient recevables au tribunal. Absolument. Harold a travaillé avec d'anciens enquêteurs du FBI pour s'assurer que chaque élément de preuve était collecté légalement et documenté correctement. Il voulait garantir que, lorsque la justice arriverait enfin, elle serait rapide et complète. J'ai pris un petit appareil d'enregistrement et j'ai regardé David d'un air interrogateur. D'après ses notes, Harold a commencé à porter du matériel d'enregistrement lors des réunions de famille, des rendez-vous d'affaires, et des discussions privées. Il a votre père et votre frère avouant leurs crimes, planifiant de futurs vols, et riant de la facilité avec laquelle il le trompait. La trahison me coupa plus profondément que je ne l'aurais imaginé. Il le pensait sénile et confiant. Il n'avait aucune idée qu'il documentait tout ce qu'il disait et faisait.
Harold était beaucoup de choses, mais sénile n'en a jamais fait partie. Son esprit est resté vif jusqu'à la fin. Il a simplement laissé votre famille croire ce qu'elle voulait croire, car cela servait son enquête. Au fond du coffre, j'ai trouvé une enveloppe scellée marquée, pour amis seuls, instruction finale. Mes mains tremblaient en l'ouvrant, reconnaissant l'écriture distinctive d'Harold qui couvrait plusieurs pages. Ma chère amie, commençait la lettre. Si tu lis ceci, cela signifie que tu es celle qui s'est assez souciée de déchiffrer mon message et de découvrir la vérité sur notre famille. Je prie pour que tu sois assez forte pour gérer ce que j'ai appris, et assez sage pour utiliser cette connaissance de manière responsable. La lettre continuait sur plusieurs pages, détaillant les soupçons grandissants d'Harold, sa décision d'enquêter en privé, et son déchirement en découvrant l'étendue de la trahison de sa famille. Les derniers paragraphes contenaient des informations qui rendaient tout le reste insignifiant en comparaison. J'ai un cancer en phase terminale, ami. Il me reste peut-être 6 mois à vivre, mais je ne l'ai dit à personne. J'utilise ces derniers mois non pas pour chercher un traitement qui ne ferait que retarder l'inévitable, mais pour achever mon enquête et m'assurer que justice sera finalement rendue. Plus important encore, j'utilise ce temps pour m'assurer que la richesse légitime de la famille finisse entre les mains de quelqu'un qui l'utilisera honorablement. J'ai levé les yeux vers David, les larmes aux yeux. Il savait qu'il allait mourir? Harold a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas il y a 2 ans. Il a refusé un traitement qui aurait pu prolonger sa vie de quelques mois, car il disait avoir un travail plus important à finir. Il a passé ces dernières années non seulement à rassembler des preuves contre les conspirateurs, mais aussi à prendre des mesures pour protéger les actifs légitimes contre le vol ou la destruction. La révélation finale de la lettre était la plus choquante de toutes. J'ai découvert que Marcus, Tyler, Jessica et Brandon prévoient de voler encore plus d'argent immédiatement après ma mort. Ils croient qu'ils hériteront légitimement de ma fortune, mais ils ont ensuite l'intention de piller ce qui reste des actifs de l'entreprise et de disparaître avant que quiconque ne s'en aperçoive. Ils ont déjà pris des dispositions avec des banques offshore et acheté des propriétés dans des pays sans accord d'extradition. Ce ne sont pas seulement des voleurs, amis. Ce sont des risques de fuite, prévoyant de tout abandonner, y compris leurs proches, une fois qu'ils auront pris ce qu'ils veulent. J'ai posé la lettre, les mains tremblantes. Il prévoit de disparaître. Harold le soupçonnait, c'est pourquoi il a accéléré son enquête et a pris des dispositions pour tout ce que vous découvrez aujourd'hui. Il savait que les processus de succession traditionnels leur donneraient le temps de voler plus d'argent et de fuir le pays. Il avait besoin d'un moyen de les exposer rapidement, tout en protégeant les actifs légitimes et en s'assurant qu'ils répondent de leurs crimes devant la justice. En regardant l'écrasante quantité de preuves étalées devant moi, j'ai enfin compris l'ampleur du plan final d'Harold. Il ne s'agissait pas seulement de révéler quelques irrégularités financières ou des querelles familiales. Il s'agissait d'arrêter une conspiration criminelle coordonnée qui menaçait de détruire tout ce qu'Harold avait construit, tout en veillant à ce que les coupables subissent les conséquences appropriées pour leurs actions. Que suis-je censé faire avec tout ça? Ai-je demandé, me sentant complètement dépassé. David sourit pour la 2e fois depuis notre rencontre. Cela dépend de la confiance que vous accordez au jugement de votre grand-père, Mademoiselle Patterson, car ce n'est que le début de ce qu'il a préparé pour vous. David a atteint le fond du coffre-fort et en a retiré une seconde enveloppe scellée, celle-ci marquée de la date du jour et de mon nom complet, écrit de la main soignée d'Harold. Harold m'a chargé de vous donner ceci seulement après que vous ayez examiné toutes les preuves et compris toute l'étendue des crimes de votre famille. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains qui avaient cessé de trembler. À l'intérieur se trouvait une autre longue lettre, mais celle-ci était différente. Là où la lettre précédente était remplie de déception et de chagrin, celle-ci irradiait une colère contenue et une pensée stratégique. Ma très chère amie, ai-je lu à voix haute, à présent, tu comprends que notre famille n'est pas ce que nous prétendions être. Marcus, Tyler, Jessica et Brandon m'ont volé pendant des années, tout en croyant que j'étais trop vieux et trop confiant pour remarquer leur trahison. Mais j'ai une dernière surprise pour eux, et j'ai besoin de ton aide pour l'exécuter correctement. David m'a fait signe de continuer à lire. Le paragraphe suivant détaillait le plan magistral d'Harold avec la précision d'une opération militaire. Les 12 millions de dollars que j'ai laissés à Marcus et les 8 millions que j'ai laissés à Tyler représentent des montants soigneusement calculés. Ces chiffres ne sont pas arbitraires, amis. Ils correspondent exactement au montant que je peux prouver qu'ils m'ont volé au fil des ans. En acceptant leur héritage, ils avouent essentiellement les crimes, tout en s'incriminant simultanément en dépensant de l'argent qu'ils ont obtenu illégalement. J'ai levé les yeux vers David, stupéfaite.
Il leur a rendu leur propre argent volé? C'est encore mieux, dit David avec un sourire sinistre. Continue de lire. La lettre d'Harold poursuivait, les 5 millions que j'ai laissés à Jessica et les 2 millions que j'ai laissés à Brandon correspondent de la même manière au montant qu'ils ont blanchi par le biais de leurs fausses œuvres de charité. Chaque dollar qu'ils ont reçu dans mon testament peut être retracé jusqu'à l'argent qu'ils m'ont volé par leur combine frauduleuse. Quand ils dépenseront cet héritage, ils dépenseront le produit de leur propre crime. Mais en quoi cela aide-t-il à les démasquer? Ai-je demandé. Lis la page suivante, suggéra David. J'ai passé les 18 derniers mois à travailler avec des enquêteurs fédéraux pour documenter chaque aspect de leur conspiration. Sarah Martinez, de la division des crimes financiers du FBI, a coordonné avec moi la constitution de dossiers contre les 4 conspirateurs. Cependant, nous avions besoin qu'ils s'incriminent davantage, en dépensant l'argent volé de manière à prouver leur culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Mon pouce accéléra en lisant l'explication détaillée d'Harold. Il avait délibérément donné à sa famille de gros héritages, sachant qu'il commencerait immédiatement à dépenser sans compter, créant une piste de preuves claires qui démontrerait leur schéma de comportement criminel à long terme. L'argent de l'héritage est marqué, ami, non pas visiblement comme les billets que je t'ai laissés, mais électroniquement. Chaque dollar qu'ils ont reçu peut être suivi dans le système bancaire. Quand Marcus achètera son yacht et que Tyler achètera ses voitures de sport, ils généreront des preuves de blanchiment d'argent et de complot criminel. Leurs dépenses prouveront qu'ils savaient que l'argent était volé, car aucune personne innocente ne dépense un héritage inattendu selon les schémas spécifiques qui correspondent à un comportement criminel. J'ai posé la lettre un instant, essayant de comprendre la sophistication du piège d'Harold. Il a retourné leur cupidité contre eux. Harold comprenait la psychologie aussi bien qu'il comprenait les affaires, expliqua David. Il savait que Marcus et Tyler commenceraient immédiatement à dépenser leur héritage en articles de luxe, car ils avaient toujours été impatients et matérialistes. Il savait aussi que Jessica et Brandon utiliseraient leur héritage pour étendre leurs opérations de blanchiment d'argent, car ils étaient devenus accros au profit de leurs activités illégales. J'ai continué à lire. Mais l'élément le plus important de mon plan concerne la richesse légitime que j'ai accumulée par des activités commerciales légales au cours des 50 dernières années. Cet argent, environ 400 millions de dollars, a été soigneusement retiré de tous les comptes que tes parents connaissaient et transféré dans des fiducies intraçables, qui ne peuvent être consultés qu'en utilisant les codes que j'ai marqués sur ton héritage de 1000 dollars. Ma respiration s'est complètement arrêtée. 400 millions de dollars? David hocha la tête solennellement. Harold a passé 2 ans à liquider secrètement des actifs, à vendre des propriétés, et à transférer des fonds sans que personne dans ta famille ne s'en aperçoive. Chaque dollar de richesse légitime a été placé hors de leur portée et préservé pour que tu en hérites. Mais pourquoi moi, ai-je murmuré. Pourquoi ne pas simplement en faire don à des œuvres de charité ou le donner à d'autres membres de la famille? La lettre d'Harold anticipait ma question. Parce que tu es la seule personne de notre famille à avoir choisi l'intégrité plutôt que la richesse, ami. Tu as refusé mes offres de payer pour une éducation coûteuse. Tu as décliné mes suggestions de rejoindre l'entreprise familiale, et tu as rejeté chaque tentative que j'ai faite de te donner de l'argent ou des cadeaux. Tu as choisi de vivre modestement comme enseignante, car tu voulais gagner ta vie honnêtement. Des larmes se sont mises à couler sur mes joues alors que je lisais l'explication d'Harold sur la façon dont il m'avait vu lutter financièrement tout en maintenant mes principes, ne demandant jamais d'aide même quand j'en avais désespérément besoin, ne compromettant jamais mes valeurs même quand cela aurait rendu ma vie beaucoup plus facile. J'ai testé tout le monde dans notre famille au fil des ans, ami. Je leur ai à tous offert des occasions de prouver leur caractère, de faire preuve d'intégrité, de montrer qu'ils valorisaient les relations familiales plus que l'argent. Marcus, Tyler, Jessica et Brandon ont tous échoué à ces tests, à plusieurs reprises. Ils ont choisi la cupidité plutôt que la loyauté, la tromperie plutôt que l'honnêteté, et le vol plutôt que de gagner leur propre succès. Mais toi, tu as choisi différemment, même quand choisir l'intégrité rendait ta vie plus difficile. J'ai essuyé mes yeux et j'ai continué à lire. Le plan d'Harold avait un dernier élément qui m'a coupé le souffle. J'ai également semé de fausses preuves suggérant l'existence d'actifs cachés encore plus importants, ami. Des documents que Marcus et Tyler trouveront en fouillant mon bureau après les funérailles, des papiers qui suggèrent que j'ai des centaines de millions de dollars supplémentaires cachés dans des comptes secrets. Ces fausses preuves les pousseront à devenir encore plus imprudents et désespérés dans leur recherche d'un argent qui n'existe pas. David me tendit un mouchoir et me regarda absorber toute l'étendue de la manipulation psychologique d'Harold.
Votre grand-père avait prédit que Marcus et Tyler deviendraient obsédés par la recherche de ces actifs cachés inexistants. Il savait que leur cupidité l'emporterait sur leur prudence, les amenant à prendre des mesures de plus en plus désespérées et illégales, ce qui fournirait aux enquêteurs fédéraux encore plus de preuves de leur intention criminelle. Les derniers paragraphes de la lettre d'Harold décrivaient la fin du jeu. Quand le FBI les arrêtera pour leurs crimes, ils découvriront que l'argent qu'ils ont volé et blanchi pendant des années a été restitué à sa juste place dans le patrimoine familial. Les 400 millions de dollars dont tu hérites, ami, incluent non seulement mes gains légitimes, mais aussi chaque dollar qu'ils m'ont volé, récupéré par une action en justice minutieuse et retourné là où il appartient. J'ai levé les yeux vers David, avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Il a tout récupéré? Chaque centime, plus les intérêts et les dommages. L'enquête d'Harold était si approfondie et ses preuves si accablantes que la récupération des fonds volés a été relativement simple une fois que les forces de l'ordre ont été impliquées. Vos proches ont dépensé de l'argent volé pendant des années, mais cet argent n'a jamais vraiment disparu. Il était juste temporairement égaré. La lettre d'Harold se terminait par des instructions pour que je rencontre l'agent Sarah Martinez, qui coordonnerait les dernières étapes de l'enquête et m'aiderait à comprendre mon rôle pour rendre justice à notre famille. Il fournissait également des informations détaillées sur les actifs commerciaux légitimes dont j'hériterais et ses espoirs quant à la manière dont je pourrais utiliser cette richesse pour aider les autres. Il y a une dernière chose, dit David doucement. Harold a laissé des instructions précises sur le calendrier. L'agent Martinez attend mon appel. Au moment où je la contacterai, des raids fédéraux commenceront dans les maisons et les bureaux de vos proches. Êtes-vous prête à ce que cela se produise? J'ai pensé à leur rire cruel lors de la lecture du testament, à leurs années à voler Harold tout en prétendant l'aimer, à leur plan de disparaître après avoir pillé ce qui restait de l'œuvre de sa vie. J'ai pensé à tous les étudiants que je pourrais aider avec la richesse légitime d'Harold, à tout le bien que je pourrais faire avec de l'argent gagné honnêtement et préservé par son sacrifice. Passé l'appel, ai-je dit fermement. David Sterling a attrapé sa ligne téléphonique sécurisée, ses doigts se déplaçant avec une précision experte alors qu'il composait un numéro qu'il avait clairement mémorisé. Agent Martinez, c'est David Sterling de la First National Bank. Le colis a été livré. Oui, elle est avec moi maintenant. Nous sommes prêts à procéder. Il a raccroché et s'est tourné vers moi avec une expression qui mêlait excitation et sombre détermination. L'agent Sarah Martinez sera ici dans 20 minutes. Dans exactement 1 heure, des raids coordonnés commenceront simultanément à 4 endroits. Vos proches n'ont aucune idée de ce qui va se passer. J'ai ressenti une étrange combinaison d'anticipation et d'effroi. Depuis combien de temps le FBI est-il impliqué? Harold les a contactés il y a 14 mois avec des preuves préliminaires. L'agent Martinez a constitué des dossiers fédéraux contre les membres de votre famille depuis lors, en utilisant l'enquête d'Harold comme base pour des accusations criminelles beaucoup plus graves, blanchiment d'argent, évasion fiscale, fraude électronique, complot et transport inter-État de biens volés. Les peines qu'ils encourent pourraient atteindre 20 à 30 ans chacun. Pendant que nous attendions l'agent Martinez, David m'a montré des documents supplémentaires qu'Harold avait préparés, des projections financières montrant la véritable valeur de l'empire commercial familial une fois les actifs volés récupérés et restitués, des titres de propriété pour des biens immobiliers dont je n'avais aucune idée de l'existence, et des portefeuilles d'investissement qui avaient été soigneusement gérés et développés pendant des décennies. Harold valait bien plus que 400 millions de dollars, a expliqué David. Ce ne sont que les actifs liquides qu'il a transférés dans vos fiducies. Si l'on inclut les participations commerciales, les investissements immobiliers et les fonds volés récupérés, vous héritez d'une fortune de près de 600 millions de dollars. Le chiffre était si grand que je ne pouvais pas vraiment le comprendre. Que suis-je censé faire avec une telle somme d'argent? Tout ce qu'Harold croyait que vous feriez, l'utiliser sagement, aider les autres, et ne jamais le laisser corrompre votre caractère comme il a corrompu le leur. L'agent Sarah Martinez est arrivée précisément à l'heure, une femme au début de la quarantaine avec des cheveux noirs courts et le genre de maintien confiant qui témoignait d'années à gérer des crimes financiers complexes. Elle portait un simple tailleur noir et un porte-documents qui semblait avoir beaucoup servi. Mademoiselle Patterson, je suis l'agent Martinez. Votre grand-père était un homme extraordinaire qui a fourni à mon équipe le dossier de preuves le plus complet que nous ayons jamais reçu pour une affaire de cette ampleur. Grâce à son enquête, nous avons suffisamment de preuves pour obtenir des condamnations contre les 4 suspects. Elle a ouvert son porte-documents et en a sorti plusieurs dossiers épais. La coopération d'Harold nous a permis d'obtenir des preuves supplémentaires par des méthodes de surveillance légale. Nous surveillons les communications,
Les transactions financières et les activités commerciales des membres de votre famille depuis 8 mois. Quel genre de preuves, ai-je demandé. Des conversations téléphoniques où Marcus discute de plans pour voler des actifs supplémentaires après la mort d'Harold. Des communications par courriel où Tyler s'arrange pour vendre plus d'informations exclusives à des concurrents. Des relevés bancaires montrant Jessica et Brandon créant de nouvelles œuvres de charité frauduleuses le mois dernier. Ils n'ont jamais cessé leurs activités criminelles, Mademoiselle Patterson. Au contraire, ils ont intensifié leur comportement illégal, car ils croyaient que la mort d'Harold éliminerait toute chance d'être découvert. L'agent Martinez m'a montré des photos de surveillance prises à l'extérieur du manoir de Marcus, de son bureau en centre-ville, et du bâtiment où Jessica et Brandon géraient leur réseau de fausses œuvres de charité. Nous les observons depuis des mois, documentant leurs activités criminelles continues et attendant le bon moment pour procéder aux arrestations. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant, ai-je demandé. Parce qu'Harold a insisté pour que vous ayez l'occasion de comprendre toute l'étendue de leur trahison avant que nous ne procédions. Il voulait que vous voyiez les preuves de vos propres yeux et que vous preniez une décision éclairée quant à la poursuite des accusations criminelles. En vertu de la loi fédérale, vous êtes considéré comme la principale victime de leur complot, puisque vous êtes l'héritière légitime d'Harold. Le poids de cette responsabilité semblait énorme. Que se passe-t-il si je décide de ne pas porter plainte? Les crimes fédéraux qu'ils ont commis ne dépendent pas de votre coopération, a expliqué l'agent Martinez. Nous avons suffisamment de preuves pour les poursuivre, indépendamment de vos souhaits. Mais Harold voulait que vous compreniez que vous avez une influence significative sur la manière dont nous poursuivons agressivement les peines maximales, par opposition à l'acceptation de plaider coupable. David a regardé sa montre. Les raids commencent dans 35 minutes. Mademoiselle Patterson, l'agent Martinez a besoin de savoir si vous souhaitez observer les arrestations ou si vous préférez rester ici pendant que les opérations se déroulent. J'ai pensé à la lettre d'Harold, à sa déception en découvrant la vraie nature de sa famille, à sa planification minutieuse pour s'assurer que justice serait rendue. Je veux voir ce qui se passe. L'agent Martinez a hoché la tête d'un air approbateur. Nous surveillerons les raids depuis une unité de commandement mobile. Vous pourrez tout regarder sans être directement impliqué dans les arrestations. Alors que nous nous préparions à quitter la banque, l'agent Martinez m'a donné un dernier briefing sur ce à quoi m'attendre. D'après notre surveillance, Marcus est actuellement dans sa propriété, en réunion avec des conseillers financiers au sujet d'investissements à l'étranger. Tyler est à son bureau, se préparant à quitter la ville pour ce qu'il pense être un voyage d'affaires, mais que nous croyons être en réalité une tentative d'établir sa résidence dans un pays sans accord d'extradition. Jessica et Brandon sont dans les bureaux de leur œuvre de charité, probablement en train de détruire des preuves et de se préparer à transférer plus de fonds volés. Ils prévoient tous de fuir, ai-je demandé. Harold avait prédit qu'ils essaieraient de fuir une fois qu'ils auraient sécurisé le plus d'argent volé possible. C'est pourquoi le moment était si crucial. Nous devions agir avant qu'ils ne puissent disparaître avec des actifs supplémentaires ou s'établir hors de portée de la justice américaine. David a verrouillé le coffre-fort et a remis les preuves d'Harold à leur emplacement sécurisé. Ce matériel restera ici jusqu'à ce qu'il soit nécessaire pour les procès. Votre grand-père a choisi notre banque spécifiquement en raison de nos protocoles de sécurité et de notre expérience dans la gestion de documents juridiques sensibles. Alors que nous nous dirigions vers le parking, l'agent Martinez a reçu une communication radio de ses chefs d'équipe. Toutes les unités sont en position. Les sujets semblent suivre leur routine normale, sans aucune indication qu'ils soupçonnent une attention des forces de l'ordre. Nous sommes autorisés à procéder comme prévu. Je suis monté à l'arrière du véhicule banalisé de l'agent Martinez, mon esprit tourbillonnant de pensées sur ce que les prochaines heures apporteraient. Harold avait passé les dernières années de sa vie à construire ce moment, sacrifiant ses relations avec sa famille afin de rassembler les preuves nécessaires pour les traduire en justice. Agent Martinez, dis-je, alors que nous traversions le trafic du centre-ville de Chicago, qu'est-ce qui a fait que mon grand-père a suspecté pour la première fois que sa famille le volait? Une divergence dans les rapports financiers trimestriels il y a environ 3 ans. Harold a remarqué que certaines filiales présentaient des schémas de dépenses inhabituels qui ne correspondaient pas à leurs activités opérationnelles. Lorsqu'il a enquêté personnellement, au lieu de déléguer à Marcus ou Tyler, il a découvert les premières preuves de facturation frauduleuse et d'employés fantômes. Et cela a mené à tout le reste? Harold a réalisé que si Marcus était prêt à voler des sommes relativement faibles par de fausses factures, il y avait probablement des crimes plus importants en cours. Il a décidé d'enquêter de manière exhaustive plutôt que de s'attaquer aux problèmes immédiats, ce qui a conduit à la découverte de toute l'étendue de la conspiration.
Alors que nous approchions de l'unité de commandement mobile, je pouvais voir plusieurs véhicules des forces de l'ordre positionnés stratégiquement dans la ville, tous attendant le signal coordonné pour agir simultanément contre des cibles qui n'avaient aucune idée que leurs années de crime étaient sur le point de les rattraper. « Mademoiselle Patterson, dit l'agent Martinez alors que nous nous garions, êtes-vous sûre d'être prête pour ça? Regarder les membres de votre famille se faire arrêter va être émotionnellement difficile, même en sachant ce qu'ils ont fait. J'ai pensé au sacrifice d'Harold, aux élèves que je pourrais aider avec son héritage légitime, à l'importance de s'assurer que la justice soit enfin rendue après des années de trahison et de vol. Je suis prête, ai-je dit fermement. Finissons ce que mon grand-père a commencé. L'unité de commandement mobile était un centre d'opération sophistiqué, rempli d'écrans, d'équipements de communication, et d'agents fédéraux coordonnant les raids simultanés. L'agent Martinez m'a positionné là où je pouvais tout observer, tout en restant en sécurité, loin des arrestations elles-mêmes. L'équipe Alpha approche de la résidence de Marcus Patterson, fut le premier rapport radio. Sur l'écran principal, j'ai vu des véhicules banalisés encercler la vaste propriété de mon père, dans le quartier exclusif de Winnetka. Le manoir semblait encore plus impressionnant depuis les images de surveillance aérienne que dans mes souvenirs de réunions de famille. L'équipe Beta est en position devant l'immeuble de bureau de Tyler Patterson, a rapporté une autre voix. Un deuxième écran montrait des agents fédéraux se préparant à entrer dans le gratte-ciel du centre-ville où mon frère menait ses activités de conseil, soi-disant légitimes. Les équipes Gamma et Delta sont prêtes aux emplacements des bureaux de l'œuvre de charité, fut la confirmation finale. 2 écrans supplémentaires affichaient les modestes immeubles de bureaux où Jessica et Brandon géraient leurs organisations frauduleuses des bâtiments qui semblaient tout à fait innocents de l'extérieur. L'agent Martinez parla dans sa radio avec une autorité calme. Toutes les équipes, vous êtes autorisées à exécuter. L'opération Arbre généalogique est maintenant active. J'ai regardé, fasciné, les raids commencer simultanément à travers la ville. À la propriété de Marcus, des agents se sont approchés de la porte d'entrée pendant que d'autres se déplaçaient pour sécuriser les sorties arrière et les garages. La porte s'est ouverte pour révéler mon père dans sa tenue de golf coûteuse, son visage passant d'une curiosité légère à un choc absolu alors que les agents fédéraux présentaient leur badge et leur mandat d'arrêt. Marcus Patterson, vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment d'argent, complot en vue de commettre une fraude, évasion fiscale, et transport inter-État de biens volés, ai-je entendu par le flux audio. La bouche de Marcus s'ouvrit et se referma silencieusement, tandis que les agents lui lisaient ses droits et lui passaient les menottes. Sur le deuxième écran, l'arrestation de Tyler était tout aussi spectaculaire. Les agents fédéraux étaient entrés dans son immeuble de bureau et l'avaient acculé dans sa salle de conférence privée, où il rencontrait ce qui semblait être des représentants de banques offshore. Tyler a tenté de fuir par une sortie de secours, mais a trouvé des agents déjà positionnés pour l'intercepter. Tyler Patterson, vous êtes en état d'arrestation pour espionnage industriel, complot en vue de commettre une fraude, blanchiment d'argent, et violation des réglementations sur le commerce inter-État. Le costume coûteux de mon frère ne pouvait cacher sa panique, alors qu'il réalisait que sa voie de fuite soigneusement planifiée avait été anticipée et bloquée. Les arrestations de Jessica et Brandon se déroulaient simultanément dans leurs bureaux de charité respectifs. Tous deux étaient en train de détruire des documents lorsque les agents fédéraux sont arrivés, fournissant des preuves supplémentaires de leur conscience de culpabilité et des charges d'obstruction à la justice. C'est incroyable, ai-je murmuré en regardant mes proches être emmenés, menottés. Ils n'avaient vraiment aucune idée que vous les surveilliez. Le lieutenant Martinez hocha la tête d'un air sombre. L'enquête d'Harold était si discrète qu'ils n'ont jamais soupçonné que les forces de l'ordre fédéral étaient impliquées. Ils croyaient avoir réussi à tromper un vieil homme et que sa mort mettrait fin à toute possibilité de découverte. Au cours de l'heure suivante, j'ai regardé les agents fédéraux fouiller méthodiquement chaque lieu, saisissant des ordinateurs, des dossiers financiers, et des preuves physiques. La quantité de matériel collecté était stupéfiante, remplissant plusieurs véhicules sur chaque site. L'équipe Alpha a sécurisé environ 200 000 $ en espèces dans le bureau à domicile de Marcus Patterson, rapporta un agent. L'argent était caché dans un coffre-fort mural, avec des documents commerciaux falsifiés et ce qui semble être des numéros de compte offshore supplémentaires. L'équipe Beta a confisqué les ordinateurs de Tyler Patterson et a découvert des preuves qu'il prévoyait de quitter le pays ce soir, a rapporté un autre agent. Son bureau contenait des billets d'avion, des informations sur des comptes bancaires étrangers, et des documents suggérant qu'il avait l'intention d'établir sa résidence permanente dans un pays sans accord d'extradition. La preuve du risque de fuite était particulièrement accablante,
car elle confirmait la prédiction d'Harold selon laquelle les conspirateurs tenteraient de s'enfuir une fois qu'ils auraient maximisé leur vol de sa succession. L'agent Martinez s'est tourné vers moi avec une expression satisfaite. Le profil psychologique de votre grand-père sur les membres de votre famille était remarquablement précis. Marcus et Tyler ont tous deux agi exactement comme ils l'avaient prédit, nous fournissant des preuves supplémentaires de leur intention criminelle et de leur conscience de culpabilité. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Les comparutions auront lieu demain matin. Sur la base des preuves que nous avons recueillies et des facteurs de risque de fuite, je m'attends à ce que la mise en liberté sous caution soit refusée pour les 4 accusés. Les procureurs fédéraux en charge de cette affaire estiment qu'ils peuvent obtenir des accords de plaider coupables dans les 60 jours, ou aller en procès avec une très forte probabilité de condamnation. À la fin des raids, l'agent Martinez m'a montré les rapports préliminaires des perquisitions. La maison de Marcus contenait des preuves de crimes financiers supplémentaires qui n'avaient pas été découverts lors de l'enquête d'Harold. Le bureau de Tyler a révélé des plans pour de futures activités d'espionnage et des communications avec des concurrents étrangers intéressés par l'achat de plus d'informations exclusives. L'étendue de leur activité criminelle était encore plus grande que ce qu'Harold avait réalisé, a expliqué l'agent Martinez. Les membres de votre famille prévoyaient d'étendre considérablement leurs opérations illégales, en utilisant leur héritage comme capital de départ pour des schémas de blanchiment d'argent et d'espionnage plus sophistiqués. Les bureaux de charité de Jessica et Brandon avaient révélé des preuves de multiples nouvelles organisations frauduleuses en développement, suggérant qu'ils prévoyaient d'utiliser leur héritage pour établir un réseau encore plus vaste de fausses œuvres de charité pour le blanchiment de fonds volés. Si Harold ne les avait pas arrêtés à temps, vos proches auraient pu voler des centaines de millions de dollars de plus au cours des prochaines années, a observé l'agent Martinez. Alors que le soir tombait sur Chicago, je me suis retrouvé de nouveau dans le bureau de David Sterling à la First National Bank, signant les derniers documents qu'Harold avait préparés pour ce moment. La richesse familiale légitime était désormais entièrement sécurisée et sous mon contrôle, tandis que les actifs volés avaient été récupérés et seraient restitués à leur juste place dans la succession d'Harold. Il y a un dernier élément au plan d'Harold, a dit David, retirant une dernière enveloppe scellée de son coffre-fort personnel. Celle-ci ne devait être ouverte qu'après que les arrestations aient été menées à bien. Le message final d'Harold était simple mais profond. Ami, à présent tu comprends le véritable coût de la cupidité et la valeur de l'intégrité. Les clés dans cette enveloppe ouvrent un bâtiment que j'ai acheté 6 mois avant ma mort. L'adresse est écrite ci-dessous. Je pense que tu le trouveras intéressant. L'adresse se trouvait dans mon district scolaire, à 3 pâtés de maison seulement de l'endroit où j'enseignais à des élèves du primaire issus de familles à faible revenu. David m'y a conduite alors que le soleil se couchait sur la ville, et j'ai été stupéfaite de découvrir qu'Harold avait secrètement acheté tout le complexe de bâtiments qui abritait notre école publique en difficulté. Il a acheté l'école, ai-je demandé, incrédule. Pas seulement l'école, a répondu David, me tendant des documents supplémentaires. Harold a acheté les propriétés environnantes et a créé une fondation éducative de 50 millions de dollars pour soutenir les élèves issus de milieux défavorisés. Il avait l'intention que vous gériez la fondation et que vous l'utilisiez pour offrir des opportunités aux enfants dont les familles ne pouvaient pas se permettre une éducation de qualité. Alors que je me tenais devant l'école où j'avais enseigné pendant 5 ans, luttant avec des ressources inadéquates et des salles de classe surchargées, j'ai réalisé qu'Harold avait observé mon travail et planifié cette surprise pendant des mois avant sa mort. Il voulait soutenir ce que vous faisiez déjà, a expliqué David. Au lieu d'essayer de changer votre carrière ou de vous convaincre de rejoindre l'entreprise familiale, il a décidé d'améliorer votre capacité à aider les élèves, en fournissant les ressources dont vous aviez besoin pour faire une réelle différence. La dernière lettre d'Harold se terminait par des mots qui m'ont fait monter les larmes aux yeux. Tu as choisi l'éducation plutôt que la richesse, l'intégrité plutôt que le confort, et le service plutôt que l'égoïsme. Maintenant, tu as les ressources pour poursuivre ta vocation sans les contraintes financières qui ont limité ton impact. Utilise cet héritage sagement, aide autant d'enfants que possible, et n'oublie jamais que la vraie richesse vient de la différence positive que tu fais dans la vie des autres. 6 mois plus tard, je me tenais dans le hall rénové de ce qui était désormais officiellement connu sous le nom d'Académie Harold Sterling pour l'excellence éducative, regardant les élèves de tout Chicago arriver pour leur premier jour dans une école qui allait changer leur vie pour toujours. La transformation avait été remarquable, non seulement dans le bâtiment physique, mais aussi dans les opportunités éducatives que nous pouvions désormais offrir. Avec l'héritage d'Harold et les fonds volés récupérés, nous avions créé quelque chose d'extraordinaire. L'Académie offrait des bourses complètes aux élèves issus de familles à faible revenu, fournissant non seulement une excellente éducation, mais aussi des repas, des transports,
un accès à la technologie, et des programmes de préparation à l'université que la plupart de ses enfants n'auraient jamais pu imaginer. Madame Amy a appelé Maria Santos, 8 ans, en courant vers moi avec excitation. Je n'arrive pas à croire que nous avons nos propres ordinateurs maintenant. Sa joie était contagieuse, et je n'ai pu m'empêcher de sourire alors qu'elle me montrait la nouvelle tablette que chaque élève recevait pour ses études. Les nouvelles du matin passaient à la télévision de notre bureau principal, et j'ai aperçu le dernier chapitre de la saga judiciaire de ma famille. Marcus avait été condamné à 22 ans de prison fédérale pour blanchiment d'argent, complot et évasion fiscale. Tyler a reçu 20 ans pour espionnage industriel et fraude. Jessica et Brandon ont chacun écopé de 15 ans pour leur rôle dans le complot de blanchiment d'argent. Tous leurs actifs avaient été saisis et distribués, conformément aux directives fédérales de restitution, la majorité étant retournée à la succession légitime d'Harold. Aucun d'eux ne serait éligible à la libération conditionnelle avant au moins 12 ans, et leur condamnation pénale garantissait qu'ils ne pourraient plus jamais travailler dans les services financiers ou la gestion d'entreprise. C'est enfin terminé, a dit David Sterling, qui était devenu non seulement un conseiller financier, mais un ami proche tout au long de ce processus. Il visitait régulièrement l'académie pour vérifier nos progrès et aider à gérer la fondation éducative qu'Harold avait créée. Pas terminé, ai-je répondu, en regardant nos élèves s'installer dans leur nouvelle salle de classe. Juste le commencement. C'est ce qu'Harold voulait vraiment. Pas une vengeance contre sa famille, mais une opportunité pour des enfants qui avaient besoin que quelqu'un croie en eux. L'agent Martinez était passé plus tôt ce matin-là pour livrer les rapports financiers finaux. L'opération de récupération avait été un succès complet, restituant chaque dollar volé à sa place, tout en veillant à ce que mes proches subissent les conséquences appropriées pour leurs crimes. Votre grand-père serait fier, avait-elle dit. Non seulement parce que justice a été rendue, mais aussi pour ce que vous faites de son héritage. J'ai parcouru les couloirs de l'académie, observant les cours que la générosité d'Harold avait rendus possibles, des laboratoires de sciences avancées où les élèves menaient des expériences avec du matériel que la plupart des écoles publiques ne pouvaient pas se permettre, des ateliers d'art remplis de fournitures qui permettaient à l'expression créative de s'épanouir, une bibliothèque garnie de milliers de livres et dotée de spécialistes de la lecture qui travaillaient individuellement avec les élèves. Dans notre laboratoire informatique, j'ai trouvé James Wilson, 15 ans, travaillant sur des projets de codage qui pourraient mener à des bourses en technologie dans de grandes universités. Il y a 6 mois, James n'avait jamais touché un ordinateur, car sa famille ne pouvait pas s'en offrir un. Maintenant, il apprenait des langages de programmation qui pourraient changer tout son avenir. Madame Amy a appelé notre conseillère principale, Patricia Chen, les responsables des admissions de l'université Northwestern sont ici pour la réunion de préparation à l'université. Grâce à la fondation d'Harold, nous pouvions offrir des services d'orientation universitaire qui aidaient nos lycéens à naviguer dans les processus d'admission et les demandes d'aide financière. Beaucoup de nos terminales recevaient déjà des lettres d'acceptation d'universités prestigieuses, avec des bourses complètes rendues possibles par le fonds éducatif qu'Harold avait créé. En me dirigeant vers la réunion, je suis passé devant la photographie encadrée qui était accrochée dans notre hall principal, Harold Sterling, souriant à côté d'un groupe d'élèves qu'il avait discrètement parrainé pendant des années avant sa mort. Peu de gens connaissaient ses activités caritatives, car il avait toujours préféré les dons anonymes. La session d'orientation universitaire était inspirante à observer. Des élèves qui avaient grandi en croyant qu'une éducation universitaire était hors de leur portée financière discutaient maintenant de leur rêve de devenir médecin, ingénieur, enseignant et chef d'entreprise. L'héritage d'Harold n'était pas seulement l'argent qu'il avait laissé, c'était l'espoir et l'opportunité qu'il avait fourni à des jeunes qui avaient besoin que quelqu'un investisse dans leur potentiel. Pendant le déjeuner, je me suis assise dans mon bureau, examinant des lettres de remerciement de parents dont les enfants avaient maintenant des opportunités éducatives qu'ils n'avaient jamais imaginées possibles. Une mère a écrit sur la nouvelle confiance de sa fille en mathématiques après avoir reçu un soutien scolaire par le biais de notre programme. Un autre père a décrit comment son fils avait découvert une passion pour l'écriture créative dans nos cours d'anglais améliorés. Les $1000 en billets marqués qui avaient commencé tout ce voyage étaient encadrés sur le mur de mon bureau, un rappel constant de la façon dont Harold avait testé mon caractère tout en préparant la transformation de ma vie. Les billets représentaient plus que de l'argent. Ils symbolisaient l'importance de prêter attention aux détails que d'autres pourraient ignorer, et la valeur de maintenir son intégrité même quand cela ne semblait pas récompensé. Mon téléphone a sonné, et j'ai répondu pour entendre la voix du surintendant de l'éducation de Chicago. Ami, je voulais vous informer que l'Académie Harold Sterling a été sélectionnée comme programme modèle pour l'innovation éducative.
Le département fédéral de l'éducation veut étudier votre approche en vue d'une mise en œuvre potentielle dans d'autres villes. L'influence d'Harold s'étendait au-delà de ce que même lui aurait pu imaginer. Notre succès inspirait des programmes similaires à travers le pays, créant des opportunités pour des milliers d'élèves supplémentaires qui avaient besoin que quelqu'un croie en leur potentiel. Alors que la journée se terminait et que les élèves rentraient chez eux, j'ai réfléchi aux leçons qu'Harold m'avait enseignées à travers son plan final. La vraie richesse ne se mesurait pas en dollars ou en actifs, mais dans l'impact positif que l'on pouvait avoir sur la vie des autres. L'intégrité ne consistait pas seulement à éviter de mal faire, il s'agissait de choisir activement de faire le bien, même quand personne ne regardait. Marcus, Tyler, Jessica et Brandon avaient choisi la cupidité plutôt que la famille, la tromperie plutôt que l'honnêteté, et le vol plutôt que de gagner leur propre succès. Ils avaient échangé un gain financier temporaire contre des décennies en prison et la perte permanente de leur liberté et de leur réputation. Mais Harold avait choisi différemment, et son choix avait créé des effets d'entraînement qui se poursuivraient pendant des générations. Chaque élève qui recevait une éducation grâce à sa fondation aurait l'occasion d'aider les autres à son tour. Chaque famille dont les difficultés financières étaient allégées grâce à nos programmes de soutien pourrait investir davantage dans l'avenir de ses enfants. La plus grande ironie était que la richesse légitime d'Harold avait considérablement augmenté depuis sa mort. Les participations commerciales que Marcus et Tyler avaient tenté de voler prospéraient maintenant sous une gestion honnête. Les investissements immobiliers qu'ils avaient tenté de liquider prenaient de la valeur. La dotation de la fondation générait des rendements qui financeraient des programmes éducatifs indéfiniment. Alors que je fermais l'académie et rentrais chez moi dans mon modeste appartement, j'ai souri en pensant à quel point ma vie était devenue différente, tout en restant fondamentalement la même. J'enseignais toujours à des élèves, je me concentrais toujours sur l'éducation, et je vivais toujours simplement, malgré un accès à une énorme richesse. La différence était que, maintenant, j'avais les ressources pour aider beaucoup plus d'enfants que jamais auparavant. Harold avait eu raison sur le pouvoir de la patience et de la pensée stratégique. Au lieu de confronter immédiatement la trahison de sa famille, il avait choisi de rassembler méthodiquement des preuves, tout en planifiant une réponse qui assurerait une justice durable et des résultats positifs. Son approche avait été plus efficace que n'importe quelle confrontation immédiate aurait pu l'être. Avant de me coucher, j'ai lu une dernière lettre de remerciement qui était arrivée cet après-midi-là. Elle venait de Maria Santos, la fillette de 8 ans qui avait été si excitée par sa nouvelle tablette ce matin-là. « Chère Madame Amie », avait-elle écrit de sa main soignée, « merci de rendre notre école si merveilleuse. Ma maman dit que les gens riches n'aident généralement pas les enfants comme nous, mais vous, vous êtes différente. Je veux devenir enseignante comme vous quand je serai grande, pour pouvoir aider d'autres enfants aussi. Merci de nous montrer que quelqu'un croit que nous pouvons faire de grandes choses. » Cette lettre résumait tout ce qu'Harold avait espéré accomplir par son plan final. Il n'avait pas seulement puni le mal, il avait créé une opportunité pour le bien. Il n'avait pas seulement récupéré de l'argent volé, il avait investi dans le potentiel humain. Il ne m'avait pas seulement enseigné sur l'héritage, il m'avait montré le vrai sens du legs. Alors que j'éteignais les lumières et me préparais à dormir, j'ai pensé à la dernière leçon d'Harold, que le plus grand héritage que l'on puisse laisser n'est pas l'argent ou les biens, mais la différence positive que l'on a faite dans le monde et l'inspiration que l'on a fournie aux autres pour continuer ce bon travail. Marcus, Tyler, Jessica et Brandon avaient cru que la richesse consistait à prendre ce que l'on voulait, peu importe qui était blessé. Harold avait compris que la vraie richesse venait de l'utilisation des ressources que l'on avait pour élever les autres et créer des opportunités pour ceux qui en avaient le plus besoin. Leur histoire s'était terminée par des peines de prison et une disgrâce publique. La sienne ne faisait que commencer, vivant à travers chaque élève qui recevait une éducation, chaque famille dont les difficultés étaient allégées, et chaque personne qui était inspirée à utiliser ses propres ressources et talents pour aider les autres. Demain apporterait de nouveaux défis et de nouvelles opportunités pour faire une différence positive. Grâce à la sagesse, au sacrifice et à la planification minutieuse d'Harold, j'étais prête à relever ces défis avec des ressources, des connaissances, et une compréhension claire de ce qui comptait vraiment dans la vie. Son héritage continuerait, non pas à cause de l'argent qu'il avait laissé, mais à cause des valeurs qu'il avait démontrées et des opportunités qu'il avait créées pour que d'autres réussissent par leurs propres efforts honnêtes et leur dévouement à aider leur communauté à prospérer. C'était le véritable héritage qu'Harold m'avait donné, non seulement des ressources financières, mais un exemple clair de la manière d'utiliser ces ressources de manière responsable pour créer un changement positif et durable dans le monde. Avez-vous déjà découvert que quelqu'un en qui vous aviez confiance vous trompait, et comment avez-vous géré cette trahison? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.
J'aimerais beaucoup entendre vos histoires et vos points de vue sur la loyauté familiale, l'intégrité, et l'importance de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à lui donner un j'aime pour aider d'autres à la trouver. Abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes sur le dépassement des défis et la recherche de force dans les situations difficiles, et partagez-la avec toute personne qui pourrait bénéficier des leçons d'Harold sur le caractère, la justice, et le vrai sens de la richesse. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi, et j'espère que l'histoire d'Harold vous rappelle que l'intégrité et la gentillesse valent toujours plus que l'argent, et que parfois, les plus petits gestes peuvent conduire aux changements les plus significatifs dans nos vies et celles des autres.